Et bonjour YouTube, petite vidéo cette fois-ci, comme vous pouvez voir derrière moi, je suis pas du tout chez moi, je suis en vacances en Bretagne. Pour le setup son, pareil, on va faire un effort, j'essaie de modifier un peu tout ce qui va être le son ambiant, parce que sinon ça va être dégueulasse pour vous. Du coup, je m'en excuse, mais ça sera comme ça pendant 2-3 semaines, et après on reviendra sur le setup de base classique chez moi. Du coup, là on va faire avec les moyens du bord, avec ce que j'ai sous la main en fait. Et donc du coup, ce sera ce petit micro que vous avez là devant ma bouche qui est relié au casque. Et donc du coup, on va faire avec. Cette vidéo, c'est quoi? Ça va être, on va dire, le top 5 des decks qu'il faut jouer après le patch. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Et c'est parti pour, on va dire, ce petit top 5 des meilleurs decks à jouer depuis le patch qu'il y a eu il y a maintenant quelques jours. Donc on va commencer avec un petit prêtre Protoss qui a fait top 3 Asie sur la cup qu'il y a eu, donc la cup officielle Hearthstone qu'il y a eu maintenant, je crois que c'était hier. Donc ce prêtre Protoss a fait top 3 en Asie, donc on va aller regarder un peu ce qu'il y a dedans et expliquer un peu ce qu'il faut faire, etc., comment ça se joue. Donc grosso modo, c'est pareil que le prêt de Protoss d'avant la nouvelle extension, c'est-à-dire qu'il y a Vessomer, il y a Artanis, il y a aussi les poussées temporelles, du coup, pour aller chercher tout ce qui va être Vessomer, Artanis, mais aussi les hallucinations, avec aussi canon à photons, et puis les sentinelles et le dislocker. Quel est le principe du deck? C'est tout simple, c'est donc du coup de jouer toutes ces cartes Protoss jusqu'à pouvoir jouer le vaisseau mère. Mais pour jouer le vaisseau mère, comme vous pouvez voir, il coûte 12. Donc du coup, pour ça, on va avoir ils sont où les canons à photons qui sont ici, qui font que quand vous allez tuer un adversaire, ça va réduire de 1 cristal vos serviteurs Protoss. En plus de ça, vous allez avoir les sentinelles. Dès qu'elles meurent, en fait, vous allez réduire de 1 vos serviteurs Protoss. Et le but, c'est quoi? C'est de jouer un maximum de sentinelles, quelques canons à photons pour réduire au mieux vaisseau mère. Vous avez aussi Artanis qui va réduire de 2. Et comment on fait du coup pour jouer plein de sentinelles? Bah déjà, vous avez les 2 sentinelles du deck. Et c'est là où la nouvelle extension arrive, c'est que dans la nouvelle extension, il y a les réanimations qui réaniment des cartes coûtant 1, 2 et 3 respectivement, sachant que le sentinelle coûte 2 et que c'est la seule carte à 2, elle sera forcément réanimée. Donc du coup, c'est de réanimer un maximum de sentinelles pour pouvoir réduire un maximum vos serviteurs Protoss. Et quand vous avez réduit, on va dire, suffisamment pour vous dire c'est bon, je peux lancer la combo, là arrive du coup vaisseau mère qui sera copié par hallucination. Et généralement, les cartes que vous recevrez de vaisseau mère seront gratuites. Et quand c'est gratuit, c'est pas cher. Et quand c'est pas cher, on aime ça. Ensuite, pour le late game, vous avez aussi Firaka, et Firaka vous permet d'aller chercher des létales parfois, si vous avez Firaka d'abord, etc., etc. Vous avez un petit reconditionnement et une Domelia pour gérer le board adverse, parce qu'on sait qu'en ce moment la méta est très très aggro, donc je pense que c'est comme ça que ce joueur d'Asie a réfléchi. Autre petite particularité du deck, c'est que vous avez la canne à pêche. La canne à pêche vous permet d'aller récupérer des serviteurs coûtant 1. Vous allez me dire, il n'y a que les prises du jour x2. Oui, mais pas que. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous allez jouer des canons à photons et tuer un adversaire, enfin un serviteur adverse avec, vous allez réduire de 1 vos serviteurs Protoss, fait que Sentinelle, au lieu de coûter 2, coûtera 1. Et là, Sentinelle pourra se faire pop par la canne à pêche. Et c'est pareil pour le dislocker, où le dislocker, en gros, si vous faites 2 canons à photons qui tuent ou un canon à photons et un sentinelle qui meurt, bam, vous pouvez faire dislocker à 1 et donc du coup dislocker se fait amener via la canne à pêche. Ça c'est cool. On a aussi un ajout d'une des nouvelles cartes de l'extension. Donc de 1, il y a réanimation, mais il y a aussi Elise. Grâce à Elise, on pourra choisir généralement le lieu qui copie. Moi, je vous conseille d'aller chercher le lieu qui coûte 1 et qui copie parce qu'en fait, on veut que, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut copier vaisseau mère, on veut que vaisseau mère meure rapidement. Donc, du coup, si on copie un vaisseau mère 1-1, il va mourir et bah, c'est tant mieux pour nous. Comme ça, on récupère les râles d'agonie du vaisseau mère et c'est génial. Le deck, il est très très cool. Le deck est très sympa, surtout en late game. Il a un énorme late game. Vous pouvez avoir un burst monumental en fonction de ce que vous récupérez sur les vaisseaux mères. Ça peut être vous savez là la carte du mage qui va faire un rayon sur tout le board.
Vous pouvez aussi avoir les serviteurs du voleur qui vont faire 2 sur tout le board ou détruire un serviteur, mais du coup quand deux templiers sont invoqués, ils fusionnent pour faire un haut templier, et de ce fait ça fait 8 à l'adversaire quoi qu'il arrive, donc ça c'est super cool. Élise vous permet donc de copier potentiellement un haut templier aussi, et vous pouvez aussi mettre des porte-nefs. Enfin voilà, vous avez vraiment tout l'arsenal Protoss à votre disposition en main, si vaisseau mère évidemment vous amène de superbes cartes. Si Firaka vous ne voulez pas le jouer ou vous ne l'avez pas tout simplement, vous pouvez jouer la carte que tout le monde a normalement, qui est gratuite, qui s'appelle Umbra. Et donc du coup, à la place de Firaka, vous mettez un Umbra. Le seul souci, c'est que si vous mettez Umbra, il va vous manquer une carte pour faire pop Elise, donc du coup, il faudra changer Elise. C'est pour ça que moi, je vous conseille de laisser Firaka. Si vraiment vous voulez jouer Umbra, alors enlevez un reconditionnement, vous mettez Umbra. Mais sincèrement, moi, la decklist, je la trouve très très bien comme ça. Elle marche plutôt bien en plus. Il n'y a pas forcément besoin de ce Umbra pour aller chercher encore plus de vaisseaux mères et encore plus de réduction via le Sentinelle. Donc sincèrement, pour moi, la decklist s'auto-suffit comme ça, surtout qu'en plus, avec maintenant réanimation, vous allez réanimer énormément de sentinelles, et donc du coup, Umbra va 99% du temps vous réduire vos cartes en main, plus que vous donner des cartes via vaisseau mère. Donc voilà, Umbra, si vous voulez le mettre, bah, je vous dis, vous remplacez par Firaka, mais du coup, il faudra aussi enlever Elise et chercher une decklist un peu différente. Mais sincèrement, la decklist comme elle est comme ça, je la trouve top top, et je vous conseille de l'essayer. D'ailleurs, la decklist sera en description. Donc voilà pour ce Protoss qui a été joué lors des qualifiers Asie et qui a fini top 3 et qui est vraiment pas trop mal. Donc voilà pour ce prêtre qui voilà, est un deck qui est vraiment très sympa à jouer pour ce nouveau patch avec les nerfs et les ups qu'il y a eu récemment. Ensuite, on va passer sur le chasseur aggro qui lui a 60% de win rate actuellement entre le diamant 5 et légende, donc c'est plutôt coriace. Quelle est la base du deck? C'est un deck qui a, on va dire, qui existe depuis très longtemps dans l'archétype Hearthstone. C'est que c'est un deck aggro, mais aggro bête. Et en gros, quel est le but de ce deck? C'est très simple, c'est de jouer un maximum de bêtes. Donc vous avez beaucoup de bêtes à 1, comme prise du jour, comme le porte-clés, comme le Raptor du rêve. Pourquoi on joue le Raptor du rêve? Parce qu'on a beaucoup de cartes qui vont invoquer des créatures, comme le compagnon peluche qui nous fait quand même 3 créatures en main, et du coup on peut les buffer, comme pour un travail, etc. Et donc du coup ça permet de, comme le carnage mécanin, et tout ça en fait permet de buffer toutes nos cartes sur le board, et ça c'est vraiment très fort. Donc du coup, une fois qu'on a un board qui est rempli de bêtes, ce qu'on veut faire, c'est mettre une dinomancie suprême, ou deux, si la partie est longue, mais généralement une dinomancie suprême, ça suffit. Et la dinomancie suprême, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne plus de à chaque bête dans la main, le deck et sur le champ de bataille. Et donc du coup, vous vous retrouvez avec un board qui est très costaud, qui est compliqué à clean pour l'adversaire. Et quand bien même il le clean, en fait, vous allez euh, dans le futur proposer des cartes qui vont être extrêmement puissantes. Il suffit que vous reposiez une deuxième dinomancie suprême, et alors là du coup c'est pas plus 2, mais c'est +4 qui aura toute votre main, votre board et votre deck. Donc en fait ça devient extrêmement fort. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on a? On joue la légendaire, la nouvelle légendaire qui est disponible actuellement dans la progression. Là, vous savez, quand vous faites vos quêtes, vous pouvez cliquer sur vos récompenses, et une de ces récompenses est Écho, chef de la cité, qui en fait tout simplement fait exactement la même chose que Dinomancy, mais pour un mana de plus, parce que ça pose un body en plus, là où Dinomancy ne pose pas de body. Mais sinon c'est exactement la même chose, ça donne +2 à toutes les cartes qui ont le même type dans votre deck, main et champ de bataille qu'elle soit. Donc ça c'est vraiment génial. En termes de nouvelles cartes, qu'est-ce qu'on a? On joue exactement Raptor Ancien, qui est une carte en fait où vous allez généralement choisir le Râle d'Agonie. Pourquoi le Râle d'Agonie? Encore une fois, parce que bah, sincèrement, 3 d'attaque, bah, ça a 1 PV, donc ça va très vite se faire tuer contre n'importe quoi, hein. Si vous jouez contre des mages, un ping, il est mort. Si vous jouez contre un DK, un Hero Power, il est mort. Si vous jouez contre un DH, n'importe quelle carte dans son deck va venir tuer
votre Raptor, même si il repower tueur. En fait, le Raptor va se faire tuer par n'importe quoi. Donc ce que vous allez prendre généralement, c'est bouclier divin ou le râle d'agonie. Bouclier divin, c'est si vous pensez que le Raptor va prendre un trade qui va être très agréable pour vous, mais vraiment dans 95% du temps, vous prenez le Raptor avec le râle d'agonie, invoque 2 plantes 1-1, et ça c'est cool. Attention, les plantes ne sont pas des bêtes, les plantes ne se font pas bluffer par Dinomancie ni par Echo. Donc voilà, c'est juste pour avoir du board, prendre le board, etc. Ensuite, en nouvelle carte, on va aussi avoir le Tablosaure peint qui lui vous permettra de donner un effet bonus aléatoire à chaque autre bête alliée. Donc encore une fois, c'est pour ça qu'on a des cartes de type boule d'araignée, qu'on a des cartes de type maman crue, maman canne pardon, et carnage mécanin. C'est parce que en fait, ces cartes-là vont être buffées par le Diablosaure, et donc du coup, le Diablosaure à tout moment peut donner des Wind Fury. Et quand on donne des Wind Fury et qu'en plus il y a un +3, un +2 pardon, qui arrive après, juste ça va dans la tête, c'est trop fort. Et en plus de ça, il y a un sport de la jungle, lui on la connaît, mais tout simplement ce qui se passe c'est la même chose, c'est qu'en fonction du nombre de bêtes que vous avez sur le board, vous allez infliger 1 point de dégâts à un personnage adverse aléatoire, fois le nombre de bêtes que vous avez sur le board, donc ça peut monter jusqu'à 6. Quand vous faites 6 points de dégâts comme ça répartis de façon aléatoire, généralement c'est un gros burst et ou un clean de board. Donc voilà, grosso modo le deck se joue comme ça, c'est vous posez des cartes, vous remplissez votre board, quand on vous tue votre board, vous arrivez à reposer notre board, et ça c'est vraiment trop fort. Il y a aussi une petite combo qui est très très sympa à faire, c'est qu'avec le compagnon en peluche, c'est qu'on va dire que T4 vous faites compagnon en peluche, T5 vous faites dinomancie, et donc du coup dans votre main vous avez Léoc, Uffer et Misha, fait que Uffer est, au lieu d'être 4-2, il est 6-4, et Léoc permettra de donner plus en attaque, donc en fait vous avez un burst pour 4 de mana, vous faites 7 de dégâts. Donc 7 de dégâts pour 4 de mana, c'est extrêmement fort, et donc du coup généralement quand vous arrivez à faire cette combo entre guillemets, l'adversaire est assez low pour que vous puissiez en fait juste le terminer, et comme ça gagner la partie, et ça on aime gagner les parties. Donc voilà, ce chasseur a fait ses preuves, il a 60% de win rate au global, comme je l'ai dit, entre Diamant 5 et le rang légende, et donc du coup je vous conseille de le jouer parce que il est hyper agressif, donc c'est vraiment sympa à jouer, c'est très très cool. Voilà pour le chasseur. Ensuite on va passer sur le guerrier Umbra et non le guerrier quête. Pourquoi? Parce que le guerrier quête est bien en dessous de cette version là du guerrier Umbra. Le guerrier Umbra est très très simple dans sa façon de voir le létal, c'est que vous allez jouer un maximum de mannequins entraînement, et une fois que vous avez joué à minima 5 mannequins entraînement et que ces 5 mannequins sont morts, alors vous pouvez jouer Umbra, et Umbra du coup va envoyer 5 x 8 qui nous fait du coup, attention les mathématiques, ça nous fait 6 x 5, 30, 35, 40 de dégâts. Et donc du coup, 40 de dégâts, c'est juste trop fort. Donc du coup, quand vous allez mettre la Umbra et les 40 de dégâts, généralement, c'est parce que vous êtes contre un contrôle et que vous vous dites là c'est bon, j'ai l'étal parce qu'il a un peu moins de 40 PV, et surtout sur le board, en fait, quand on compte PV plus board, ça fait 40. Ou alors vous voulez tenter un létal, un peu chanceux, et donc du coup vous lancez Umbra en vous disant au pire des cas, c'est pas grave, j'aurai Boom qui pourra j'ai Boom qui peut le finir, ou bien le fait d'avoir Tortola va le tuer parce qu'il n'arrivera jamais à passer Tortola. On a aussi le Mixolog qui peut aller gratter 3 points de dégâts. Voilà, on a plein de petites cartes comme ça qui vous permettent d'aller chercher des létals sympas. Comment du coup on fait pour invoquer un maximum de mannequins? C'est très simple, on a en deck et contre tous qui va du coup, vous allez choisir le mannequin entraînement. Le mannequin du coup va se dédoubler, va attaquer un personnage adverse aléatoire avant de mourir quoi qu'il arrive, et du coup le fait que il meurt offre un mannequin en plus sur Umbra. Donc du coup vous pouvez avoir vos 2 mannequins de base dans le deck, plus 2 mannequins qui vont mourir sur en deck et contre tous, et ensuite vous allez avoir le 5e qui va arriver sur Boom quand vous allez l'invoquer. Donc là-dessus c'est cool. Pour pouvoir tuto rapidement vos mannequins, vous avez le recyclage de pièces qui fait que quand vous avez, on va dire, au mieux 5 d'armure, vous consommez vos 5 d'armure et ça va réduire de 5 mana vos mannequins. J'ai oublié de parler, excusez-moi, vous avez aussi d'autres mannequins qui vont pouvoir arriver grâce à Cubicule, parce qu'il y a une combo justement qui se fait avec le recyclage des pièces, c'est que vous enlevez 5 d'armure pour réduire de 5 mana le mannequin, donc votre mannequin coûte 1,
Donc au tour 6, vous pouvez faire mannequin, puis cubicule, ça veut dire que vous allez sacrifier un mannequin, et à la fin du tour, un mannequin va repop. Donc en fait, mannequin dans cette combo est juste trop forte. Mais mannequin dans ce deck ne sert pas qu'à ça. Si vous arrivez à faire fuite chimique T5 sur Tortola, alors vous pouvez avec tour 6 cubicule manger Tortola. Et donc du coup, vous avez une Tortola toute neuve qui va revenir. Et si le cubicule carnivore n'est pas géré, bah, vous aurez 2 Tortola. Et du coup, le fait d'avoir un peu cette combo cachée, cette deuxième win condition, on a ajouté un alchimiste dément. Pourquoi? Parce que l'alchimiste dément sur une Tortola toute neuve, ça fait 32 dégâts. Parce que vous faites juste le swap heal et le swap attaque, et on passe à une Tortola qui a 1 PV mais 30 d'attaque. Et ça, bah, c'est généralement juste un létal offert par le jeu. On a ajouté du coup comme nouvelle carte Elise, parce qu'on a assez de cartes différentes pour pouvoir invoquer Elise. Et du coup, avec Elise, vous pouvez copier un serviteur et du coup faire le mannequin, enfin copier le mannequin. Et donc du coup, bah voilà, c'est juste trop fort. Le fait de copier le mannequin et peut-être faire la combo de manger la copie avec le cubicule, juste rien à dire, c'est trop fort. Donc du coup, ce que vous allez généralement prendre sur Elise, c'est une Elise à 5 ou une Elise à 10, en fonction de comment vous êtes dans la game, si vous êtes bien, pas bien. Mais moi, je vous conseille de prendre plutôt Elise à 5. Et du coup, vous prenez la copie 5-5 et le gain d'armure, je crois que c'est plus 6 quand vous prenez le lieu à 5. Voilà, après pour tuto toutes vos cartes en main, vous avez les buffets à volonté. Et il y a aussi assurance et qualité qui fait qu'on va piocher 2 serviteurs avec provocation. Et donc du coup, on va généralement piocher. Ça va être mannequin, Ziliax et ou Tortola. Voilà pour ce deck. Lui aussi, il a 60% de win rate. Pourquoi? Parce que le ladder est rempli d'aggro et que généralement, si vous arrivez à avoir un montant d'armure assez haut et à tenir jusqu'à avoir soit Mixologue pour mettre 2 DAO à tout le monde, ou soit commencer à poser Elise, ou alors poser Xavius pour aller chercher les mannequins entraînement. Et une fois que vous commencez à poser vos mannequins et à faire des duplications dans tous les sens et des combos avec les mannequins, bah juste la partie, elle est terminée pour votre adversaire et vous êtes contre les agros sûr à plus de 100% de gagner parce que la personne ne reviendra jamais de ça. Surtout qu'en plus, le mannequin, quand il va mourir, il va juste clean le board adverse. Donc en fait, là-dessus, c'est juste win-win-win. Évidemment, on n'en parle pas, mais il y a la clé AMOLED qui va proc le râle d'agonie de mannequin d'entraînement. Et on a une nouvelle arme qui est la hache des ancêtres, qui elle, dès que vous allez taper, va faire un tourbillon. Et donc du coup, ce petit tourbillon est un petit clean de board qui est fort appréciable, surtout quand on joue contre des agros. Ça peut aller chercher des serviteurs qui ont 3 PV, ça peut aller chercher des serviteurs qui ont 2 PV, mais parce qu'ils ont posé un board autour à 1 PV, bah, ça va clean le board, etc., etc. Il y a plein de trucs à faire avec cette arme-là, et c'est plutôt cool qu'on ait, on va dire, cette petite fraîcheur dans ce deck. Mais sinon, c'est le même deck qu'il y a quelques mois que j'avais présenté sur cette chaîne-là, le but reste le même, survivre, faire un maximum de mannequins et ensuite l'étale avec Umbra parce qu'elle va envoyer environ 40 de dégâts et ça bah, c'est juste trop bien, c'est juste trop cool. Voilà pour ce Umbra qui a quand même 60% de win rate, il faut pas l'oublier ni le nier, hein. Il est quand même très fort ce deck. Ensuite on a ce démoniste qui moi me fascine depuis le nouveau patch. Ce démoniste qui ne paye pas de mine est juste trop fort. J'ai vu beaucoup de monde sur des screens avoir du 80% de win rate entre Diamant 5 et Rang Légende avec juste ce deck. Et donc du coup, pourquoi et comment marche ce deck? C'est tout simple. La combo qu'il faut voir dans l'ensemble très rapidement, c'est tchac élève des marées et fuite des gangretaires. Pourquoi je dis fuite des gangretaires alors que c'est une quête et que la quête ne va pas être entre guillemets ce qu'on veut récupérer? En fait, nous, ce qu'on veut récupérer, c'est pas la quête, mais c'est la récompense de quête. La récompense de quête, en effet, est un spell. Et donc, du coup, le but est d'avoir setup un élève démarré avec 2 spells, on va dire, dans sa toolbox, jouer la récompense de quête. Comme ça, élève démarré s'active et on peut récupérer une deuxième récompense de quête. Et c'est là, en fait, l'intérêt du deck, c'est qu'on va flood le board avec les activations des récompenses de quête. Moi, je vous conseille de mettre que 2 récompenses de quête parce qu'après, vous n'aurez plus toute place pour activer vos fuites de grand retard. Et donc, du coup, c'est d'activer la récompense de quête 2 fois via l'élève démarré,
cliquer, enfin du coup donner à manger à cette récompense de quête, enfin en gros mettre un serviteur dans le portail pour invoquer 2 serviteurs, espérer avoir le serviteur charge. Et pourquoi je dis espérer avoir le serviteur charge? Parce qu'on va jouer Elisa dans ce deck, et Elisa en gros va donner +1 d'attaque à tous vos serviteurs jusqu'à la fin de la partie. Et donc du coup, votre 4-4 charge devient une 5-4 charge. Et la 5-4 charge peut même devenir une 6-4 charge si vous réussissez à faire la deuxième combo, qui est de faire l'invocateur et Elisa. Et alors là, vous êtes les rois du pétrole. Vous avez juste une 6-4 charge. Avec un peu de chance, vous avez chopé 4-6-4 charges. Et du coup, vous avez déjà mis 24 dans la tête de votre adversaire. Et c'est presque un létal, si ce n'est un létal, parce qu'à côté de ça, vous avez quand même, vous partez quand même sur une base assez agressive du deck. On part aussi sur une base de pioche. J'en ai vu beaucoup. Moi, je suis pas fan parce que je trouve qu'on pioche pas assez, mais j'en ai vu beaucoup enlever les retournements de table pour mettre les géants qui piochent. Et donc, du coup, là-dessus, si vous sentez faire ça, allez-y. Moi, je trouve pas ça fou. Pour la simple et bonne raison que l'on pioche pas assez vite avec ce deck et on se retrouve très vite avec les géants dans les mains et qui sont pas assez réduits pour pouvoir les jouer. Donc voilà, moi je pense que les retournements de table dans la méta actuelle où il y a beaucoup d'aggro, c'est juste trop fort parce que avec toutes les générations de cartes temporaires qu'on va faire, on va avoir vite fait la main bien pleine et donc du coup, bim, retournement de table qui coûte entre 1 et 3, ça fait plaisir, ça clean le board généralement, vous enchaînez avec le vôtre. Et là-dessus, on est content. Sinon, à côté de ça, qu'est-ce qu'on a? On a les combos classiques à base de Pirate Os Vermoulu, à base de Maître Chien et à base de Elisa Lame Trip. Donc en fait, même si on fait, j'ai oublié ça, mais si on fait Pirate et Elisa, sur l'invocateur, juste ça devient n'importe quoi. Le up en attaque de vos cartes et après les portails, juste ça va envoyer que du jour dans la tête et généralement en fait c'est létal dès que vous posez en fait la faille. Il y a des feux follets, pourquoi? Parce que vous allez voir, il y a trop de cartes en main. Bon, vite, on se débarrasse de toutes les cartes. On joue la nouvelle carte qui est la catacombe, enfin les catacombes maudites, qui vous permettent de découvrir un secteur de deck et le rang temporaire. En fait, tout simplement, c'est juste choisir la carte qu'on veut et surtout qu'on veut jouer à l'instant T. Et généralement, qu'est-ce qu'on veut? Si sur le T4, on n'a toujours pas eu Elisa, on tombe sa chance sur Elisa, on l'envoie, et donc du coup, on a une Elisa qui peut pop T4. Si on a déjà setup la pirate Os Vermoulu, on arrive T4, bim, on va chercher Elisa si on n'a pas moins de départ. Si on veut setup l'invocateur, bim, on va chercher avec les catacombes l'invocateur. En fait, les catacombes sont juste trop fortes dans ce deck, et surtout qu'en plus ça vous donne la carte temporaire, donc ça match énormément avec Fuite des Grands Retards qui vous demandent de jouer 5 cartes temporaires. Dans le délire des cartes temporaires, vous avez aussi le Séjour des âmes qui est une carte, on va dire, offerte dans le package démoniste, donc tout le monde l'a normalement, et qui vous fait piocher 3 cartes temporaires. Donc ça, je vous déconseille de la jouer T1, parce que généralement, vous ne pourrez pas jouer vos cartes. Mais en contrepartie, en la jouant vers le T3, T4, T5, vous avez de grandes chances de pouvoir jouer vos cartes. Donc du coup, le feu follet est aussi là pour ça, c'est que si vous piochez le feu follet, au moins vous pouvez le jouer cash, c'est une carte temporaire à aller jouer. Terminé, ça complète la quête, on est content. Vous avez le festin de Diablotin pour évidemment piocher et vous rapprocher de vos cartes qui sont importantes, telles qu'encore une fois Elisa, Invocateur, et aussi l'élève des marais. En termes de nouvelles cartes, on a aussi le Spéléologue qui lui va faire en sorte que votre prochaine carte coûtera 2 cristaux de moins, mais alors pardon, la prochaine carte temporaire. Donc voilà, c'est juste une 2-3 qui fait que votre prochaine carte sera entre guillemets souvent gratuite. Donc ça c'est cool, ça met juste un body en plus qui va du coup souvent aller face ou gérer un trade. Ça on aime. Ensuite on va aussi avoir la dessinatrice qu'on voit pas souvent mais maintenant qu'on va beaucoup voir je pense, qui elle fait que vous piochez un sort d'ombre et en plus vous en gagnez une copie. Quel sort d'ombre on veut? Je vous laisse deviner. On veut retourner notre table. Quel sort d'ombre on veut potentiellement? On veut le séjour des âmes. Voilà, ça c'est principalement les sorts d'ombre qu'on veut, et évidemment... ah non, c'est un sort de fiel, excusez-moi, ça c'est un sort de fiel. Non, c'est séjour des âmes et retournement de table qu'on va vouloir très rapidement dans la partie. Du coup, ça va vous permettre d'aller chercher une AOE très facilement. Et du coup, vu que vous allez avoir une carte temporaire, vous jouerez la carte temporaire qui va du coup aussi augmenter la quête fuite des grands retards, parce qu'il faut jouer 5 cartes temporaires. Donc vous allez voir, cette quête va très vite, généralement T5, T6, elle est terminée, donc vous avez déjà mis la faille sur le terrain, et après c'est tout dans la tête, et c'est GG. Pour aller finir l'adversaire, on a des glas à la crème, parce que vous verrez, vous allez avoir beaucoup de cadavres. Donc en fait, tous ces cadavres
vous permettront de jouer en boucle et à l'infini, le glas à la crème. Et ça, c'est super. Et aussi, en termes de nouvelles cartes, on a Terreur des tunnels qui, elle, vous permet d'obtenir 2 serviteurs temporaires aléatoires coûtant 2 cristaux. Et vous voyez ce que je veux en venir, vous voyez la combo. La combo avec le spéléologue, ça fait que si vous faites Terreur des tunnels, spéléologue, ça fait que vous pourrez au moins jouer une des cartes que vous aurez reçues gratuitement. Et donc du coup, ça vous fait 3 cartes sur le board au lieu de 2. Et donc du coup, encore une fois, c'est cette recherche de board, cette recherche de cadavres, cette recherche de pression, surtout envers l'adversaire. Donc voilà, ce deck a 60% de win rate, ce deck est juste trop fort, je l'ai joué, je l'ai apprécié, je l'ai aimé, et j'avoue que j'ai pas mal gagné. J'ai perdu quelques fois contre des Murlocs encore, parce que bah quand le Murloc a une bonne sortie, côté 4, il y a déjà plus de, bah en fait, on peut pas rivaliser, quoi. Les retournements de table ne tuent plus le board. Donc ça, c'est un peu dommage, c'est un peu frustrant, mais c'est pas grave, ça arrive tellement rarement, et en plus, il n'y a même plus de paladin Murloc sur le fil, donc en fait, vous les voyez même plus, et du coup, ce deck-là, c'est juste du tout droit, et on aime ça aller tout droit. Et ensuite, pour finir, ça c'est la petite trouvaille que j'ai fait en vadrouillant sur Twitch à droite à gauche pendant mes petits temps libres. Et c'est le quête aggro que j'ai vu sur la chaîne de T-Channel. En quoi il consiste? Il consiste en jouer la quête dans un deck DH aggro. Donc en fait, de ce que j'ai vu sur son Twitch, alors ce deck-là, je ne l'ai pas essayé, mais il me tarde de l'essayer et je vais l'essayer, je pense, assez rapidement, genre aujourd'hui ou demain max. Et en gros, la quête, vous pouvez la finir extrêmement vite. Pourquoi? Déjà, vous avez le démon belliqueux qu'on va essayer de jouer T1. Très bien. T2, on peut faire tranche défense, hero power. Ça fait qu'on met déjà 2 en tapant tête, plus 2 en tapant avec démon belliqueux, qui aurait gagné plus 1 d'attaque. En plus de ça, vous avez les T à la Belladone, qui chaque T vous fera un proc de 2. Du coup, vous avez au moins avec une carte 3 procs. Donc du coup, avec les 2 T, vous avez 6 procs. Ensuite, vous avez l'esprit d'équipe, qui lui aussi vous donne 2 d'attaque. Ça fait un proc. Vous avez la frappe du chaos, ça fait un proc. Vous avez l'infestation, ça fait 4 procs. Donc du coup, x2, 8 procs. Vous avez les braises ardentes, 2 procs. Enfin, ça fait 2 procs dans le sens où inflige 2 points de dégâts. Enfin, ça fait même beaucoup plus de procs. Enfin, voilà, vous avez compris, c'est Naoe. Vous avez la griffe, qui fait aussi 8 procs. 2, 4, 6, 16 procs. Vous avez la mixologue, AOE2, que des procs. Enfin bref, en fait, toutes les cartes vous font proc la quête. Vous avez le sommeil si vous voulez le prendre en AOE, vous avez le tunnelier, vous avez le piqueur maintenant avec son nerf qui fait 2 points de dégâts, donc ça proc. Vous avez Arana. Pourquoi vous avez Arana? Bah parce que il y a toujours ce côté d'aller taper tête, mais aussi parce qu'on veut rentrer à la Belladone. Donc du coup, Arana, là, dans ce contexte de jeu, vous allez juste vouloir vous dire je la pose et je fais 2 dégâts de plus en faisant un tel à Belladone, ou alors je la pose et en allant taper face dans une créature qui est forte, ça va peut-être faire un clean ou un kill, et ça on aime. Et en plus là, vous avez la guêpe Gorishi qui a aussi été up et qui maintenant a rué, qui va, quand vous allez taper, faire 2, ça proc la quête, et en plus vous allez avoir un Dar Gorishi qui lui aussi va faire 2. Donc en fait, juste le deck est rempli de dégâts à 2, et vous allez généralement vers le tour 5, tour 6, même parfois avant, proc la quête, et donc du coup après toutes vos cartes qui font de dégâts, en fait en font 4. Donc juste le deck il est hyper agressif, il va extrêmement vite. Ce qu'on veut c'est aller dans la tête, on a énormément de gestion de board, donc généralement on va utiliser notre gestion de board pour aller clean le board, mais tout le reste ira dans la tête. Sommeil de Wyvern, il en parlait dans sa vidéo, il ne sait pas encore s'il doit le jouer en choix des armes, invoque 2 gangres de graines et froid, pardon, ou s'il doit faire les 2 points de dégâts. Pour être honnête, je pense que si vous êtes très loin de la quête, faites les 2 points de dégâts à l'ensemble des serviteurs. Donc si vous jouez contre un deck aggro et que vous êtes submergé, faites les 2 points de dégâts en AOE. Mais sinon, je pense qu'il faut rester sur l'invocation des graines d'effroi, parce que en fait, on a tellement de dégâts à 2 que, pour moi, on manquera jamais de dégâts. Et si vraiment on a besoin de faire une AOE, alors attendons de la faire à 4 quand on aura fait proc la quête. Ça sera bien mieux. Voilà pour ce dernier deck qui, pour moi, est la grande surprise et peut-être la meilleure surprise de ces 5 decks que je vous propose aujourd'hui.
Et moi, il me tarde de l'essayer. Si vous voulez l'essayer, c'est avec grand plaisir. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce deck, comment vous l'avez géré, comment vous avez gagné, perdu, si vous aimez, si vous l'aimez pas, bref, un retour serait grandement apprécié. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo avec évidemment et malheureusement le même son qu'aujourd'hui, qui est un son un peu pérave, mais on fait avec, c'est pas très grave. Je suis en déplacement donc je peux pas mieux faire. Et moi je vous dis du coup à bientôt. Ciao ciao tout le monde.